Après avoir vu cette vidéo, tu ne seras jamais tranquille lorsque tu laisseras ton enfant à l'hôpital. We have never ever heard a nurse ever killing or harming any child. And Christopher Peasgood, Patrick Elstone, Katie Phillips, Michael Davidson. Le 22 février 1991 à 8 h du matin, à l'hôpital de Grantham en Angleterre, se présente au service pédiatrique une jeune fille de 25 ans, petite et rondelette. Elle observe potentiellement ses futurs collègues. Et cette jeune femme attend un entretien d'embauche avec un médecin. Elle observe ses futurs collègues qui sont surchargés à s'occuper de dizaines et des dizaines d'enfants malades qui ne demandent qu'à vivre. Le médecin arrive, l'entretien d'embauche ne durera que 5 minutes. Le médecin valide cette jeune infirmière qui vient d'être diplômée. Elle commence dès le lendemain, pendant le service de nuit de 20 h. Le médecin qui vient de valider cette candidature ne sait pas qu'il vient de faire entrer l'ange de la mort dans ce service rempli d'enfants. Cette femme de 25 ans, nouvelle infirmière, s'appelle Beverly Halit. Elle n'est pas infirmière, elle a juste falsifié son diplôme et ce service pédiatrique de l'hôpital de Grantham, dédié aux enfants, elle le connaît déjà très bien, puisqu'elle a déjà séjourné plusieurs fois en étant petite. Elle y a séjourné parce qu'elle se scarifiait, elle se donnait des coups de marteau jusqu'à en avoir des bleus, et elle enchaînait des phases d'anorexie et de boulimie. À certains moments, elle mangeait trop, jusqu'à en vomir, et à d'autres moments, elle ne mangeait pas assez jusqu'à s'évanouir. Mais aujourd'hui, tous ces problèmes semblent être réglés, et c'est une femme totalement normale qui est engagée à l'hôpital de Grantham. Le 23 février 1991, le loup est déjà dans la bergerie. Beverly Halit a déjà commencé son service depuis 3 heures. On lui a présenté tout le service, ses patients, les traitements administrés et surtout le frigo où se trouvent les médicaments. Parmi les enfants qu'elle doit garder, un certain Liam Taylor, un petit bébé de 7 semaines qui est venu pour une bronchite. Il est maintenant hors d'état de nuire et est sous respiratoire artificiel et dort paisiblement. Mais c'est sans compter Beverly Halit, qui saisit une piqûre d'insuline, met un dosage extrême et pique tout doucement le nourrisson au point qu'elle ne le réveille pas. Le docteur arrive et va se battre pendant 1 heure contre la mort. Malheureusement, la dose d'insuline est trop forte, celle-ci va gagner. Le bébé est officiellement, dès le lendemain matin, déclaré comme mort. Le médecin sur l'acte de décès mettra mort subie du nourrisson. Et pourtant c'est bizarre selon lui parce que le nourrisson était en voie de guérison. Il n'a pas compris pourquoi ça s'est passé. Lorsque les parents du petit Liam Taylor, ce bébé de 7 semaines, vient de mourir, c'est Beverly qui les accueille. C'est même elle d'ailleurs qui a voulu les attendre pour les réconforter. Elle est remplie de peine et de compassion pour ses parents qui viennent de perdre leur bébé et elle va serrer de toutes ses forces la mère de ce petit bébé. Dans le service pédiatrique de l'hôpital de Grantham, c'est la désolation. On est rempli de compassion pour Beverly Halit qui vient de perdre son premier patient lors de son premier service. Tout le monde pense à elle et tout le monde a de la peine pour cette jeune fille qui pleure à chaudes larmes l'enfant qu'elle vient de tuer. Sauf qu'à l'hôpital, personne ne se doute que Beverly Halit est l'araignée qui est au centre de la toile et qui dans sa tête déjà réfléchit à qui elle va tuer. La prochaine cible est déjà trouvée. Elle s'appelle Timothy Hardwick, un enfant de 11 mois qui est venu à l'hôpital et qui a été admis en urgence pour une crise d'épilepsie le 5 mars 1991. Quelques heures après son admission, le petit Timothy devient tout bleu et meurt d'une crise cardiaque quelque temps après. C'est Beverly qui lui a fait une forte injection de sodium et l'enfant n'a pas survécu. Après le deuxième décès, les médecins s'inquiètent pour l'état émotionnel de Beverly. Après tout, elle vient de connaître en quelques jours 2 morts dans son propre service. Il lui propose de prendre quelques temps de vacances, quelques jours de repos, mais elle refuse car après tout, la mort fait partie du métier comme elle le dit. 3 jours plus tard, le 8 mars 1991, c'est au tour de la petite Kaylee Desmond d'être intégrée dans le service de pédiatrie. Elle est venue pour une infection pulmonaire et semble guérie. C'est un petit bébé de 15 mois qui joue avec ses jouets et qui est énergique la journée. Mais le soir venu, c'est le service de Beverly. En pleine nuit, la petite Kaylee Desmond devient toute bleue elle aussi et fait une crise cardiaque. Par chance,
Tous les postes de réanimation sont occupés dans l'hôpital de Gwenham. Elle est transférée en urgence dans l'hôpital de Nottingham qui réussit à la sauver. De cette crise cardiaque, le petit bébé de 15 mois gardera de grosses séquelles. Et à l'hôpital de Nottingham, on va faire une radio du bébé. Et on va se rendre compte qu'une bulle d'air a été injectée dans le sang du bébé. Une bulle d'air tellement grosse qu'elle a provoqué l'arrêt cardiaque de celui-ci. À Nottingham, on pense que c'est une maladresse du personnel soignant de l'hôpital de Gwenham. Du coup, on ne prévient personne, ni la famille du bébé, ni la police, ni les docteurs. On garde le silence vis-à-vis de cette radio et de ces résultats-là. 2 jours après la petite Kaylee, c'est au tour d'un bébé de 5 mois de faire une crise cardiaque. Et il sera sauvé lui aussi à l'hôpital de Nottingham. Alit n'a pas prévu de s'arrêter de tuer. Le 5 avril 1991, alors qu'elle est de garde encore une fois, Becky Phillips, un nourrisson de 9 semaines, est pris de convulsions. On arrive in extremis à la sauver. Jusqu'à ce qu'elle aille bien, on la renvoie chez ses parents. Une fois chez ses parents, le petit bébé reconvulse et meurt dans les bras de ses parents. Les parents sont effondrés. Les médecins inscrivent dans l'avis de décès mort subite du nourrisson. Monsieur et madame Phillips, qui ont vu leur bébé de 9 semaines mourir dans leurs bras, sont effondrés et sont au bord du gouffre. Heureusement, qui est là pour eux? Beverly Alit. La même femme qui vient de tuer leur bébé quelques jours auparavant. Elle est si réconfortante pour les Phillips qu'elle va peu à peu rentrer dans leur vie. Elle va aller chez eux, manger avec eux et devenir une véritable amie du couple. Au point que le couple qui vient de perdre son enfant va désigner Beverly Alit comme étant la marraine de leur second bébé. Car ils ont eu des jumeaux, Katie et Becky. Becky vient de mourir à 9 semaines et il reste Katie. Beverly Alit devient la marraine de Katie. Grave erreur. Katie, contrairement à sa sœur Becky qui vient de mourir, est en bonne santé, mais pas pour longtemps quand on a Beverly Alit à côté de son bébé. La petite Katie est comme sa sœur prise de convulsions, elle est emmenée d'urgence à l'hôpital de Gwenham, elle fait une crise cardiaque, elle est sauvée. Elle finit handicapée à vie. Que s'est-il passé dans cette chambre? Beverly Alit est rentrée dans la chambre alors que la petite Katie dormait. Elle a pris un oreiller, elle a essayé d'étouffer le bébé. Mais les médecins n'y verront que du feu. Encore une fois, Beverly Alit est toujours dans la nature et pense à sa prochaine cible. À l'hôpital de Gwenham, tout le monde s'inquiète. Ça commence à faire beaucoup. Des enfants sauvés in extremis, des enfants qui meurent. On commence à s'inquiéter. Mais on pense à aucun moment à l'action criminelle. On pense que c'est une malédiction qui s'abat sur le service pédiatrique et pourvu que cette malédiction s'arrête. Sauf qu'il y a un problème. La malédiction a un nom, elle s'appelle Beverly Alit et elle n'est pas prête d'arrêter. Et elle continue sa série meurtrière. 2 semaines plus tard, un autre bébé subit une crise cardiaque. Les médecins se battent pendant 1h30 contre la mort, mais malheureusement l'injection de potassium que vient de lui administrer Beverly Alit est plus fort et c'est la mort qui le remporte. Un autre bébé vient de mourir encore une fois. À la mort de ce nourrisson, Beverly Alit, elle explose en sanglots. Elle se met à pleurer, elle prend ses collègues dans les bras, elle demande à Dieu pourquoi ce bébé est mort, ce bébé ne méritait pas la mort. Mais c'est elle qui vient de le tuer. Il n'y a aucune logique. C'est là où les tueurs en série sont imprévisibles, méfiez-vous. Après ce décès-là, c'en est trop pour la direction de l'hôpital. Ça commence à faire beaucoup et la malédiction, ça va un temps. Place à l'action criminelle. Ils pensent qu'il y a quelqu'un qui tue les bébés et donc la police est prévenue. La police va venir en force à l'hôpital de Gwenham et va fouiller tous les éléments du service pédiatrique. Elle va analyser chaque détail pour trouver potentiellement une personne qui serait capable de tuer des nourrissons. À force de fouiller les dossiers, les enquêteurs vont trouver des éléments qui favorisent la piste criminelle. Le petit Wang Chang de 2 ans qui est venu pour une fracture à la jambe et qui finit dans un état proche de la mort. Le petit Michael Davidson, 7 ans, qui vient pour un accident domestique banal et qui se termine en crise cardiaque. 3 nourrissons qui ont eu des convulsions inexpliquées, qu'on a sauvées in extremis et qui ont nécessité des opérations d'urgence. En plus de cela, l'hôpital de Nottingham, apprenant que les policiers sont en train de mener une enquête, vont donner la radio de la petite Kaylee qui vient d'être sauvée. La petite qui avait subi une crise cardiaque à cause d'une injection d'air dans les veines. La première chose qu'ils vont analyser, c'est le planning du personnel. Et à chaque fois qu'il y a eu un incident majeur ou mineur, la seule personne qui était là, c'était Beverly Alit. Deuxième élément marquant, c'est que les incidents ont commencé le soir où Beverly Alit a commencé son service. Avant, tout était normal. Depuis que Beverly Alit est là, les incidents graves ont explosé. Encore plus, ils vont fouiller dans la vie de Beverly Alit et vont voir qu'elle a falsifié son diplôme. Elle est arrêtée immédiatement. On lui pose des questions. Elle renie. Elle dit que c'est pas elle. On lui demande pourquoi elle a falsifié son diplôme. Elle répond qu'elle voulait soigner les gens. On lui demande pourquoi elle est venue à l'hôpital de Gwenham, un hôpital qu'elle connaît, en plus au service pédiatrique. Elle a déjà fait plusieurs séjours dans ce service-là, précédemment, quand elle était plus jeune. Est-ce qu'elle veut se venger de quelqu'un ou de quelque chose, ou même de l'hôpital, de la direction de l'hôpital? Elle dit que non, elle est innocente.
Et les enquêteurs vont être choqués par sa légèreté, par son calme. Elle rigole en pleine audition. On lui dit qu'il y a eu des bébés qui sont morts. Elle en a un peu rien à foutre. Voilà, elle est d'un calme perturbant. Quand l'affaire va sortir dans les journaux en Angleterre, ça va choquer tout un pays. Une infirmière qui a tenté de tuer 13 nourrissons et qui a réussi à en tuer 4. Heureusement qu'elle a été arrêtée, sinon elle serait montée à 150. Ce qui choque encore plus l'Angleterre, c'est le comportement de Beverly Allitt. Quelqu'un qui s'en fout royalement, qui rigole, qui envoie des lettres à ses amis en disant que elle ne sera pas condamnée. C'est pas de sa faute à elle, de toute façon elle a rien fait. Même quand on va la mettre en prison en attendant son procès, c'est quelqu'un qui va s'adapter dans le plus grand des calmes. Elle va développer une relation amoureuse avec une autre partenaire. Elle va envoyer des lettres à ses parents en demandant qu'on lui achète des t-shirts sympas. Elle ne se rend pas compte de la gravité de l'acte qu'elle vient de commettre. Et en prison, elle vit sa meilleure vie, elle coule des jours heureux. Le procès s'ouvre le 15 février 1993. On a une Beverly Allitt qui arrive tout sourire, fumant une cigarette lors de son audition. Le public est énervé face à son attitude. Certains lui disent « tu devrais être pendu », d'autres lui disent « tu devrais être brûlé vive ». Donne-moi ton avis en commentaire, qu'est-ce qu'on aurait dû lui faire ? En tout cas, les juges ne seront pas cléments. Elle écopera de 40 ans de prison le 28 mai 1993, soit 3 jours avant ma date de naissance. Détail très important. Dans l'ancien temps, un criminel ayant tué des bébés aurait eu la tête coupée, mais n'aurait pas vécu très longtemps. Aujourd'hui, c'est une autre époque, et c'est un tas de psychiatres qui ont essayé de comprendre le comportement de Beverly Allitt. Quelqu'un qui s'en fout, quelqu'un qui paraît heureux. Les psychiatres et les avocats de Beverly Allitt vont tout faire pour lui trouver des circonstances atténuantes et pour dire que ce n'est pas elle qui a tué les bébés, elle n'est pas maître de ses actions. Ils vont réussir à lui trouver un symptôme, même s'ils vont douter un peu, parce que certains psychiatres diront qu'elle est totalement normale et qu'elle a agi selon son bon vouloir, mais certains psychiatres vont lui trouver le symptôme de Munchausen. Munchausen, c'est des gens qui se scarifient, ont tendance à arrêter de se scarifier et à faire du mal aux autres. C'est un syndrome extrêmement rare qui touche très peu de personnes. Néanmoins, ça suffira à la justice de la placer non pas en prison ordinaire, mais en hôpital psychiatrique. En 2007, alors qu'elle n'a même pas encore fait 20 ans de prison, Beverly Allitt avoue ses crimes. Et elle avoue ses crimes et demande son transfert en prison ordinaire. Elle en a marre de l'hôpital psychiatrique, elle veut entrer en prison. Elle veut rentrer en prison parce qu'en prison, les conditions de libération sont plus faciles qu'en hôpital psychiatrique. Le tribunal refuse et demande qu'elle fasse au moins 30 ans de prison ferme avant de penser à la libération. En 2023, elle redemande son transfert de l'hôpital psychiatrique à une prison ordinaire. Et elle sait cette fois-ci qu'elle a tellement été en prison que si elle arrive à intégrer une prison ordinaire, elle ne passera que 6 mois de prison et sera libérable. Les autorités refusent. Jusqu'à présent, c'est une femme de 56 ans qui est heureuse, qui vit bien, au chaud et qui mange bien, avec l'argent des impôts des parents des enfants qu'elle a tués. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner.